Marie claqua la porte de la maison familiale avec une violence qui fit trembler les murs. À 22 ans, elle se retrouvait à la rue. Un sac à dos rempli à la hâte comme seul bagage. Après que son père, furieux, l'avait surprise en train d'embrasser sa petite amie dans le jardin. « Dégage de ma vue. Tu n'es plus ma fille », avait-il hurlé, les veines du cou gonflées, tandis que sa mère pleurait en silence dans un coin de la cuisine. Paris bruissait autour d'elle, indifférente à son drame. Les rues du quartier bourgeois du 16e arrondissement, où elle avait grandi dans le confort d'une famille catholique conservatrice, lui paraissaient soudain hostiles. Elle erra jusqu'à la station de métro la plus proche, le cœur battant, les larmes coulant sans retenue. Comment en était-elle arrivée là? Tout avait commencé innocemment, lors de ses études à la Sorbonne, où elle avait rencontré Sophie, une étudiante en littérature aux yeux rieurs et à l'esprit libre. Leur amitié s'était muée en amour, un amour qu'elle avait caché pendant des mois, terrifiée par la réaction de ses parents. Mais ce soir-là, l'imprudence avait eu raison d'elle. Un baiser volé sous les étoiles, et tout s'était effondré. Son père, un avocat renommé, fervent défenseur des valeurs traditionnelles, n'avait pas hésité une seconde. C'est contre nature, contre Dieu, avait-il crié, en la poussant dehors. Sa mère, Anne, avait tenté de s'interposer, mais son regard trahissait une résignation profonde, forgée par des années de soumission. Marie se sentait trahie. Non seulement par son père, mais par le silence complice de sa mère. Elle trouva refuge chez Sophie. Dans un petit appartement du Marais, un quartier plus tolérant où les couples comme le leur pouvaient exister sans se cacher. Sophie l'accueillit les bras ouverts. Mais Marie ne pouvait ignorer la culpabilité qui la rongeait. Était-ce sa faute? Avait-elle le droit d'aimer ainsi? Au prix de briser sa famille? Les jours suivants furent un tourbillon d'émotions. Elle chercha du travail, n'importe quoi pour survivre, tout en évitant les appels insistants de sa mère. Reviens, ma chérie. Ton père finira par se calmer, disait Anne au téléphone. Mais Marie savait que c'était faux. Son père, Jacques, était intransigeant. Un homme pour qui l'honneur familial passait avant tout. Au fil des semaines, Marie s'adapta à sa nouvelle vie. Elle décrocha un job de serveuse dans un café branché, où elle rencontrait des gens ouverts d'esprit. Sophie la soutenait. Leur relation se renforçait dans l'adversité. Mais les nuits étaient hantées par des cauchemars, le visage rouge de colère de son père, les pleurs de sa mère. Elle se surprenait à douter de son choix. Était-ce vraiment de l'amour? Ou une rébellion contre l'éducation stricte qu'elle avait reçue? Les dîners dominicaux, les messes du dimanche, tout cela lui manquait, même si elle en avait souffert. Un soir, après une dispute avec Sophie sur l'avenir, Sophie voulait officialiser leur couple. Marie hésitait encore. Elle reçut un message de sa sœur cadette. Claire. Papa est malade. Il demande après toi. Claire, à 19 ans, était restée neutre dans le conflit. Mais son ton était pressant. Marie ignora le message. Le cœur serré. Retourner là-bas signifierait affronter le passé. Risquer une nouvelle humiliation. Pourtant, une partie d'elle se sentait coupable. Avait-elle abandonné sa famille trop facilement? Les mois passèrent.
Et la vie avec Sophie devint une routine apaisante. Elle parlait de mariage, de voyage, d'un avenir loin des jugements. Mais les nouvelles de la maison familiale arrivaient par bribes via Claire. Jacques refusait de prononcer son nom. Anne priait pour son salut. Marie se durcit, se convainquant que c'était mieux ainsi. Elle rejoignit un groupe de soutien pour jeunes LGBT, où elle entendit des histoires similaires, rejet, solitude, mais aussi résilience. Cela l'aida à guérir, à accepter son identité. Pourtant, un appel tardif de Claire changea tout. Papa est à l'hôpital. C'est grave. Marie hésita. Mais Sophie l'encouragea, va. Pour toi. Pas pour lui. Elle prit le train pour la banlieue parisienne. Le cœur en miettes. À l'hôpital, elle trouva sa mère vieillie, les yeux rougis. Jacques était inconscient, branché à des machines. Il t'a pardonné, murmura Anne. Mais Marie en doutait. Assise à son chevet, elle revécut les bons moments, les vacances en Bretagne, les rires autour de la table. Était-il trop tard pour la réconciliation? Jacques mourut 2 jours plus tard, sans avoir repris connaissance. L'enterrement fut un supplice, regards accusateurs des oncles et tantes. Murmures sur cette phase qu'elle traverse. Marie se tint à l'écart, soutenue par Sophie qui était venue discrètement. De retour à Paris, elle essaya de tourner la page, mais un appel d'un notaire la surprit. Votre père a laissé un testament. Vous êtes mentionné. Intriguée, elle se rendit à l'étude, ignorant que cela ouvrirait une boîte de Pandore. Le notaire, un homme d'une 50aine d'années au costume impeccable, l'accueillit dans son bureau du centre de Paris. Mademoiselle Dupont, asseyez-vous. Marie s'installa, les mains tremblantes. Elle s'attendait à rien, peut-être à une lettre d'adieu pleine de reproches. Au lieu de cela, le notaire sortit un document jauni. Votre père a rédigé un testament secret il y a 5 ans, avant votre départ. Il hésita, conscient du drame familial. Le testament révélait l'impensable, Jacques léguait à Marie la moitié de sa fortune, incluant la maison familiale et des investissements substantiels. Mais il y avait une condition, elle devait renoncer à son mode de vie déviant et se marier avec un homme approuvé par la famille. Marie sentit le sol se dérober. C'était une trahison post-mortem, une tentative de contrôle au-delà de la tombe. Pourquoi, balbutia-t-elle. Le notaire haussa les épaules, il croyait vous sauver. De retour chez Sophie, Marie explosa en sanglots. Il me force à choisir entre l'argent et toi. Sophie, pâle, essaya de la calmer. C'est du chantage? Refuse-le. Mais Marie vacillait. L'héritage représentait la sécurité, un appartement, des études complètes, une vie sans précarité. Elle pensa à sa mère, qui hériterait de l'autre moitié, mais vivait modestement. Accepter signifierait trahir Sophie, renier son identité. Refuser, c'était plonger sa mère dans la pauvreté, car Anne dépendait financièrement de Jacques. Les jours suivants furent un enfer intérieur. Marie consulta un avocat ami, qui confirma la validité du testament. Vous pouvez contester, mais ça prendra des années. Elle évita Sophie, prétextant du travail,
Mais la tension montait. Un soir, lors d'un dîner, Sophie explosa. « Tu envisages vraiment de m'abandonner pour de l'argent ?» Marie nia. Mais au fond d'elle, le doute rongeait. Était-ce de l'amour vrai? Ou une face comme le disait son père? Claire appela. Implorante, « Maman a besoin de cet argent. Elle est perdue sans papa. » Marie se rendit chez sa mère. Dans la maison vide. Anne l'accueillit avec des larmes. Ton père t'aimait. Il voulait te protéger. Elles parlèrent des heures, des souvenirs, des regrets. Anne avoua avoir su pour l'orientation de Marie depuis longtemps, mais avoir eu peur de Jacques. J'aurais dû te défendre. Pour la première fois, Marie vit sa mère comme une victime elle aussi, piégée dans un mariage patriarcal. Pourtant, cette visite raviva les blessures. Marie rentra chez Sophie, déterminée à refuser l'héritage. Mais Sophie avait changé, distante, suspicieuse. Tu as hésité? Ça veut tout dire. Leur relation se fissura. Marie se sentait seule, coincée entre loyauté familiale et amour personnel. Elle rejoignit à nouveau son groupe de soutien, où des histoires de coming out ratées l'inspirèrent. Une femme raconta avoir perdu tout pour son amour, et en être fière. Un twist inattendu survint, en fouillant les papiers de son père. Marie découvrit des lettres. Jacques avait consulté un thérapeute, admettant ses doutes sur l'homosexualité. Peut-être ai-je tort, écrivait-il. Cela la bouleversa. Était-ce un homme brisé par ses propres préjugés? Elle confronta Anne, « Pourquoi ne m'a-t-il rien dit ?» Anne répondit, « Il avait honte de sa faiblesse. » La pression sociale s'intensifia. Des cousins la contactèrent, la pressant d'accepter pour l'honneur de la famille. Sophie, de son côté, proposa une pause, réfléchissant moi. Marie se retrouva seule dans l'appartement, hantée par les choix. Accepter l'argent et feindre un mariage? Ou refuser et reconstruire? Elle opta pour un compromis, contester le testament en justice, arguant discrimination. Le procès commença, attirant l'attention médiatique. Marie devint un symbole pour la communauté LGBT. Mais cela l'épuisa. Témoignages. Débats éthiques, étaient ceux du contrôle abusif? Sophie revint, la soutenant publiquement. Leur amour se raffermit dans la bataille. Mais Anne, divisée, témoigna contre. Jacques voulait le meilleur pour elle. La cour trancha en faveur de Marie, le testament était discriminatoire. Elle hérita sans condition. Victoire amère. Car Anne la renia, « Tu as sali ton père. » Marie paya le prix, une famille brisée, mais une liberté gagnée. Avec l'héritage en poche, Marie acheta un appartement à Montmartre. Un havre pour elle et Sophie. Elles reprirent leur vie. Plus fortes. Mais les cicatrices persistaient. Marie culpabilisait pour Anne, qui vivait seule. Elle envoya de l'argent anonymement, mais Anne le refusait. Claire, médiatrice, arrangea une rencontre. Maman souffre. Parle-lui. La réunion fut tendue. Anne, les traits tirés, accusa, « Tu as tout pris. » Marie répliqua, « Papa m'a forcé à choisir. » Elles pleurèrent, se remémorant Jacques. Anne avoua, « J'ai toujours su que tu étais différente. Mais j'avais peur. » Pour la première fois,
Elles parlèrent ouvertement de l'homosexualité. Anne n'acceptait pas pleinement, mais promit d'essayer. Sophie, jalouse de ces retrouvailles, s'éloigna. Tu passes plus de temps avec elle qu'avec moi. Marie, déchirée, négligea leur couple. Un soir, Sophie confia, j'ai rencontré quelqu'un. Trahison fulgurante. Marie, effondrée, confronta Sophie, après tout ce qu'on a traversé. Sophie répondit, tu as changé. Obsédée par ta famille. Seule à nouveau. Marie plongea dans le travail, devenant activiste pour les droits LGBT. Elle organisa des conférences, aidant d'autres jeunes rejetés. Mais intérieurement, elle questionnait ses décisions. Avait-elle sacrifié son amour pour une famille qui l'avait blessée? Claire devint son ancre, la soutenant. Tu as fait ce qu'il fallait. Un rebondissement, en triant les affaires de Jacques. Marie trouva un journal intime. Il y confessait un amour passé pour un homme, réprimé par la société. J'ai vécu dans le mensonge, écrivait-il. Choc immense. Jacques avait projeté sa propre honte sur elle. Elle partagea cela avec Anne, qui pleura, il ne m'en a jamais parlé. Cela expliquait son intransigeance, une haine de soi tournée vers les autres. Cette révélation transforma Anne. Elle rejoignit un groupe de parents d'enfants LGBT, cherchant à comprendre. Marie et elle se rapprochèrent, guérissant lentement. Mais Sophie était partie, avec une nouvelle compagne. Marie la croisa un jour dans la rue, échangeant un regard chargé de regrets. Je t'aimerai toujours, murmura Sophie. Mais c'était fini. Marie se lança dans une nouvelle relation avec une collègue activiste, Laura, plus mature. Leur amour était prudent, marqué par les leçons passées. Pourtant, les pressions sociales persistaient, commentaires homophobes en ligne, discrimination au travail. Marie lutta, témoignant au Parlement pour des lois anti-discrimination. Claire, influencée, révéla son propre secret, elle était bisexuelle. Marie la soutint, évitant les erreurs de leurs parents. Ensemble, elles affrontèrent Anne, qui, cette fois, réagit avec empathie. Je ne veux pas vous perdre. La famille se reconstruisait, fragilement. Mais un conflit surgit, Laura voulait des enfants. Marie hésitait, craignant de perpétuer le cycle. Débats intenses sur l'éthique de la parentalité LGBT dans une société encore hostile. Marie consulta un psy, explorant ses traumas. Le point culminant, une manifestation pour le mariage pour tous, où Marie prit la parole. Soudain, une contre-manifestation éclata, avec violence. Marie fut blessée légèrement. Mais cela la réveilla, elle ne pouvait plus ignorer les dangers. Remise de ses blessures, Marie décida de quitter Paris pour la Provence, cherchant la paix. Laura l'accompagna, et elles s'installèrent dans un village pittoresque. La vie ralentit, promenade dans les vignes, dîner romantique. Marie écrivit un livre sur son histoire, anonymisé, qui devint un best-seller. Les royalties aidèrent Anne, qui accepta enfin l'argent. Mais le passé ressurgit, Sophie contacta Marie, regrettant sa trahison. J'ai eu tort. Marie, tentée, refusa,
Trop de dommages. Cela renforça son lien avec Laura. Elles adoptèrent un chien, symbole d'un nouveau départ. Anne visita. Apportant des nouvelles, elle avait rencontré un veuf tolérant. Il m'aide à changer. Marie vit l'ironie, sa mère, libérée de Jacques, s'ouvrait enfin. Elles parlèrent de morale, était-ce mal d'aimer différemment? Anne admit, non. C'est la société qui est malade. Claire s'installa près d'elle, poursuivant ses études. Elle présenta sa petite amie, forçant Anne à affronter ses derniers préjugés. Tension. Mais progrès. Marie médiatisa, évitant les erreurs passées. Un dilemme éthique surgit, un oncle homophobe mourut, laissant un héritage à Claire avec des conditions similaires. Marie conseilla de contester. Mais Claire hésita, c'est de l'argent pour nous toutes. Débat familial, principe vs. Pragmatisme. Marie insista, ne te renie pas. Claire refusa l'héritage. Fière. Laura proposa le mariage. Marie accepta, organisant une cérémonie intime. Anne y assista, émue. Ton père serait fier. À sa façon. Sophie envoya un message de félicitations, fermant le chapitre. Mais la société n'était pas apaisée. Un scandale éclata, un politicien conservateur cita l'histoire de Marie comme déchéance morale. Elle riposta dans les médias, devenant une figure publique. Pression. Menace. Mais elle tint bon. Intérieurement. Marie questionnait, avait-elle payé trop cher? Perte de Sophie. Fracture familiale. Pourtant, elle avait gagné l'authenticité. Laura la soutenait, tes choix étaient justes. Le climax approcha, Anne tomba malade. Marie la veilla, réparant les liens. Merci de m'avoir pardonné, murmura Anne. Sa mort paisible unit la famille restante. Après le décès d'Anne, Marie hérita de la maison familiale, qu'elle transforma en centre d'accueil pour jeunes LGBT rejetés. Claire y travailla, perpétuant l'héritage. Marie et Laura adoptèrent une fille, affrontant les bureaucraties et jugements. Leur famille atypique prospéra, défiant les normes. Des années plus tard, Marie regarda en arrière, les trahisons, les choix douloureux. Elle avait perdu Sophie, mais gagné une vie vraie. Laura devint son roc, leur amour résistant aux tempêtes. Pourtant, des doutes persistaient. Lors d'une conférence, une jeune femme posa, vaut-il mieux lutter ou se cacher? Marie répondit, lutter. Malgré le prix. La société évoluait lentement, loi progressiste. Acceptation croissante. Mais les préjugés subsistaient, rappelant à Marie la vigilance nécessaire. En fin de compte, elle trouva la paix dans son village, entourée d'amour. Son livre inspira des milliers, sparquant des débats sur l'identité, la famille, la morale. Était-ce juste que Marie ait dû sacrifier tant pour son authenticité? Ou la société porte-t-elle la responsabilité de ses souffrances?